Notre projet atteint le palier de financement de 10%. Donc, il nous manque à peu près 90% ici pour pouvoir le boucler littéralement. Donc, je remercie tous ceux qui nous ont permis d'atteindre ce palier-ci, ainsi que ceux qui pensent à nous rejoindre. Permettez-nous de le faire très rapidement. Je rappelle ici que le projet est essentiellement financé par la bibliothèque de Prompt. Toutes les informations sont en description de la vidéo. On en parlera tantôt après. So, deux entreprises. Deux entreprises. La même vague technologique, les mêmes gros titres sur l'intelligence artificielle. Et pourtant, quand vous regardez comment l'argent circule réellement à l'intérieur de chacune, vous découvrez deux machines économiques qui n'ont presque rien en commun. La première, c'est Nvidia. Tout le monde la connaît. La deuxième, c'est Intel. Et au premier trimestre de son exercice 2026, Intel a publié des chiffres qui ont surpris à peu près tout le monde. 13,6 milliards de dollars de revenus en hausse de 7% sur un an. Un segment data center et IA qui bondit de 22%. Le réflexe est immédiat. L'IA va faire gagner Nvidia. L'IA fait également, enfin, pas l'IA va faire, mais l'IA a fait gagner Nvidia. L'IA fait maintenant gagner Intel. Donc les deux histoires se ressemblent. Je ne vous montre pas le prix de l'action en date d'aujourd'hui. Donc, ce réflexe est une erreur. Pourquoi? Et comprendre pourquoi, c'est comprendre quelque chose de fondamental sur la façon dont on analyse une entreprise. Parce que ce que je vais raconter ici ne s'applique pas juste à Intel. Et puis d'ailleurs, tout ce que je raconte, si je prends l'exemple d'une entreprise en particulier, ça ne s'applique pas uniquement à cette entreprise-là. Je pose des questions pour vous amener à raisonner au-delà des chiffres. Je n'aurai pas forcément raison et je ne cherche pas à avoir raison. Mais le stock picking, c'est vraiment se poser des questions qui comptent. Commencerons par ce que fait réellement Intel. Parce que c'est là que la confusion s'installe. Intel conçoit et vend des processeurs, les CPU. CPU généralistes qui orchestrent le fonctionnement d'un ordinateur ou d'un serveur. C'est son métier historique, c'est son cœur de métier historique. Mais depuis quelques années, Intel fait aussi autre chose. Alors, elle fabrique des puces dans ses propres usines. Ça, c'est ce qu'elle faisait déjà avant. Parce que Intel, ce n'est pas un fabless. Elle a sa propre usine. Disons que Intel, c'est un mix entre Nvidia plus TSMC. OK? Dans la même entreprise. Avant, elle ne fabriquait que pour elle-même. Donc, imaginez Nvidia, TSMC fabriqué uniquement pour Nvidia. Parce que TSMC appartient à Nvidia. J'ai dit imaginez. OK? Aujourd'hui, elle veut fabriquer celle des autres. Donc, elle veut fabriquer les puces pour les autres compagnies. Donc, c'est ce qu'on appelle une fonderie, cette partie-là. Quand tu veux fabriquer pour les autres, etc. Même quand tu fabriques pour toi, donc ça veut dire que tu détiens également une fonderie, etc. Mais maintenant, elle veut proposer ses services de fonderie à d'autres entreprises qui sont potentiellement également ses concurrents. Donc, une activité où vous produisez physiquement les semi-conducteurs des autres, enfin, que les autres ont conçus. Donc, AMD a peut-être ici conçu en termes de conception ici, OK? Et donc, designé, etc. Et donc, elle envoie les plans, etc. ici à, à Intel avec les spécificités, OK? Donc, c'est ce qu'elle veut faire avec ce modèle de fonderie-là. Et Nvidia, elle ne fabrique rien. Nvidia essentiellement sous-traite la fabrication. Et donc, elle conçoit des GPU, donc c'est plus spécialisé ici dans le calcul massivement parallèle, ici dans l'IA raffole. Puis elle confie la production à un sous-traitant essentiellement TSMC à Taïwan. Mais Nvidia ici, c'est du design pur. Cette différence paraît technique. Elle est en réalité la ligne de fracture entre deux modèles économiques que tout oppose. OK? Et vous allez comprendre pourquoi. Alors, parce que Nvidia n'a pas quelque chose... Enfin, n'allons pas très vite, je vais l'expliquer. Regardons d'abord ce que tout le monde voit dans les résultats d'Intel. La demande de CPU explose. Pourquoi? Parce que l'IA est en train de changer de phase. Jusqu'ici, l'essentiel de la puissance de calcul servait à entraîner les grands modèles. L'entraînement, c'est le territoire des GPU. Mais une fois les modèles entraînés, il faut les faire tourner. Pour des millions d'utilisateurs, répondre aux requêtes, coordonner des agents qui exécutent des tâches. Cette phase s'appelle l'inférence. Et l'inférence a besoin de CPU, beaucoup plus qu'on ne le pensait.
pour orchestrer le trafic, gérer la mémoire, piloter les flux de données entre les accélérateurs. On en a besoin, enfin, on a besoin d'un peu plus que prévu. Donc, et je vais vous laisser à peu près sur ce que le patron de Intel a dit lors du dernier conférence call. Et je pense que c'est important de le mentionner ici. Dans un système d'entraînement, on comptait environ 1 CPU pour 8 GPU pendant l'entraînement. Avec l'inférence, en fait, et avec l'inférence et les agents, ce ratio pourrait se rapprocher de 1 pour 1. Donc si en entraînement on avait besoin de 8 GPU, on commandait un seul CPU. Aujourd'hui, si on a besoin de 3 GPU, on a également besoin de 3 CPU. Donc, on a un ratio équivalent. Je ne dis pas ici que l'entraînement, on va dépenser, enfin, moi je ne suis pas technicien, etc., de manière générale. Bref, vous connaissez mon avis par rapport à ces entreprises qui vendent l'infrastructure. Moi, je pense que l'infrastructure va en amont. Je préfère me situer en aval, parce que je pense que c'est à ce niveau-là qu'on fera euh, de l'argent. OK? Donc, notamment, moi, je choisis mon corps avec les logiciels, etc. Bref, je ne vais pas revenir dessus. Mais on parle ici d'infrastructure de manière globale. Donc, on a sans doute dépensé un peu plus d'argent pour les CPU. Attention, NVIDIA également est sur le marché des CPU maintenant, même si AMD a sorti un document dernièrement pour mentionner que leur dernier CPU était plus puissant que ceux d'NVIDIA, machin, truc. Bref, c'est toujours comme ça. Ne vous inquiétez pas. Chacun vous dira que c'est meilleur que l'autre, etc. Bref, ça, c'est pas mon problème ici. L'essentiel, c'est que les différentes entreprises qui font affaire avec ces entités-là, que chacune trouve son affaire. OK? Donc, la concurrence aura parfois lieu au niveau des prix, au niveau ici de la disponibilité ici des CPU. Bref, il y a beaucoup d'éléments qui rentrent en considération à ce niveau-là. On ne va pas perdre du temps on va pas perdre du temps à regarder ça. Donc, ici, voilà ce que l'investisseur pressé retient. La demande revient, les délais de livraison s'allongent, Google signe Google signe un partenariat pluriannuel pour utiliser les processeurs Xeon ici dans une infrastructure d'inférence. L'histoire est belle. Sur le papier, c'est magnifique. OK? Donc, mais l'investisseur attentif, lui, il regarde une autre chose. Dans le même communiqué, Intel Foundry, l'activité de fabrication, a généré à peu près 5,4 milliards de revenus sur le trimestre. Et elle a perdu 2,4 milliards de dollars en termes de résultats opérationnels. Sur un seul trimestre, une amélioration de 72 millions ici par rapport au trimestre précédent. À ce rythme, il faudrait des années pour atteindre l'équilibre. Et quand je parle d'amélioration ici, on a moins perdu d'argent en termes opérationnels. Hein. OK? Mais à ce rythme-là, il va nous falloir des années pour juste ne pas perdre un seul centime sur le plan opérationnel. Donc, comment une entreprise dont la demande explose peut-elle perdre autant d'argent sur son pôle industriel? C'est exactement la question qui révèle la différence avec NVIDIA. Et pour la comprendre, il faut entrer dans la structure de coûts. Pas les coûts en général. J'ai parlé ici de la structure des coûts. Donc ici, on veut parler de la nature des coûts. Donc, quand on regarde ces coûts-là, en termes de structure, on veut regarder plutôt la nature. D'accord? Donc, une usine de semi-conducteurs de pointe coûte à peu près entre 20 et 30 milliards de dollars à construire. Petite parenthèse ici, au niveau de l'évaluation d'Intel, vaut mieux faire une somme des parts, ce que je ne ferai pas dans cette vidéo. OK? On referme cette parenthèse-là, je reviendrai dessus quand on parlera de valorisation. Donc, une fois construite, elle coûte une fortune à faire tourner, que vous produisiez à pleine capacité ou à moitié vide. Donc ici, la structure de coût est très fixe. Vous ne pouvez pas juste arrêter une usine de semi-conducteurs comme ça. Ça coûte très cher. C'est pour ça que ces entreprises-là, parfois, si les commandes n'atteignent pas un certain niveau, on peut même avoir des marges brutes négatives. OK? Donc, ces coûts sont fixes. Ils tombent chaque trimestre. Quand je dis tomber, ce n'est pas qu'ils baissent. Ça veut dire que chaque trimestre, vous n'avez pas le choix que de les payer. Quoi qu'il arrive. Je dis bien quoi qu'il arrive. Que vous vendiez moins ou un peu plus, vous payez à peu près le même type de coût. Tant mieux si vous vendez plus. Mais ici, dites-vous que vaut mieux avoir un certain rendement moyen pour ne serait-ce que ne pas perdre d'argent.
Il y a des usines de semi-conducteurs, on va vous dire que c'est 60%. Si ça ne fonctionne pas à 60% de ses capacités, si on ne produit pas à peu près 60% ici, cette usine-là ne fera pas d'argent. Si c'est 59%, ils ne font pas d'argent, littéralement. Donc, c'est très particulier. Je dirais même que si vous vous intéressez à ce domaine-là en termes d'investissement, regardez des vidéos sur YouTube. À quoi ça ressemble ces usines-là? Pourquoi ça coûte aussi cher à opérer sur le plan opérationnel? Donc, le terme m'échappe ici, je voulais parler d'utilisation, mais l'utilisation n'est peut-être pas le terme adéquat. Mais bref, histoire ici d'avoir une idée générale de quoi on parle précisément ici. En termes de culture générale, de manière générale, enfin, culture générale de manière générale, non, c'est trop de tautologie. En fait, en termes de culture générale, ça pourrait être intéressant. Bref, ici, de toute façon, vous savez que sur cette chaîne, on reste curieux le plus possible. Donc, c'est comme un restaurant gastronomique, par exemple, ici, avec un loyer colossal. Que la salle soit pleine ou aux trois quarts vide, le loyer, les cuisines et la brigade vous coûtent la même chose. La rentabilité ne dépend pas de la qualité du menu, elle dépend du taux de remplissage. Pour Intel, le taux de remplissage, c'est deux choses. Le volume de puces produites, ok, et surtout le rendement. Et cet élément, ce terme, il est très important. C'est-à-dire la proportion de puces fonctionnelles sur chaque galette de silicium gravée. Ça veut dire que vous pouvez produire en termes de volume, mais avoir un rendement très peu élevé. Et ce sont des pertes. Parce que vous avez déjà engagé quoi? Des coûts très élevés. Donc, sur un nœud de gravure tout neuf comme le 18A ici, qui est, je pense, son nœud le plus avancé, le procédé le plus avancé ici d'Intel, les rendements démarrent bas, mais monte progressivement. Chaque point de rendement gagné transforme directement de la perte en profit parce que les coûts, eux, ils ne bougent pas du tout. Nvidia vit dans un monde inversé. Ses coûts de fabrication sont variables. Et ça a une importance très particulière, surtout quand la demande baisse. Donc, elle paie TSMC à la puce produite, fonctionnelle bien sûr. Ok, pas d'usine à amortir, pas de rendement à maîtriser, pas de risque industriel. Quand la demande augmente, ses revenus augmentent et ses coûts augmentent proportionnellement en laissant au passage une marge brute parmi les plus élevées de l'industrie. Quand la demande baisse, ses coûts baissent avec elle. Et ce terme coût baisse est très important également. Même grothique, deux physiques économiques opposées. Parce que Intel ne peut pas faire ça. Ce n'est pas aussi facile pour elle de baisser les coûts. OK? Très facile, très rapidement, pour amortir le choc. Au risque ici, enfin, disons juste que ce n'est pas possible. Parce que Intel, c'est une entité particulière. C'est deux entreprises en une. OK? Donc, Nvidia capte un profit pool ici existant avec une structure légère, donc disons asset là entre parenthèses. Intel finance un pari capitalistique massif dont le retour dépend d'une exécution industrielle qui n'a pas encore fait ses preuves à grande échelle. Parce que dites-vous ici que Intel veut fabriquer pour les autres, mais Intel également veut fabriquer pour ses concurrents. Est-ce que ses concurrents sont d'accord de faire affaire avec Intel? Bref, ça c'est autre chose. C'est ici que la lecture devient à peu près vraiment intéressante. Alors, parce que cette structure de coût change le sens des chiffres eux-mêmes. La marge brute non GAAP d'Intel est ressortie à 41% ce trimestre, en progression de 1,8 points sur un an. Chez la plupart des entreprises, 1,8 points de marge en plus, c'est un détail. Chez Intel, c'est le chiffre le plus important du rapport. Ça, c'est mon avis. Vous pouvez avoir un avis différent. Parce qu'avec une base de coûts fixe aussi lourde, la marge brute est le thermomètre direct du remplissage des usines et de la montée des rendements. C'est ce qu'on appelle le levier opérationnel. Quand les coûts sont fixes, chaque dollar de revenu supplémentaire tombe presque intégralement dans le résultat. Ce levier fonctionne donc dans les deux sens. Si les rendements du 18A augmentent comme prévu, la rentabilité d'Intel peut s'améliorer beaucoup plus vite que ses revenus. Mais si les rendements déçoivent, si la demande de CPU s'avère moins durable qu'espéré, les mêmes coûts fixes écrasent les marges avec la même violence. Le management lui-même a prévenu que la marge du deuxième trimestre reculerait à peu près légèrement, précisément parce que le 18A pèse sur les coûts en début de montée en charge. Donc, l'analyste rigoureux se pose alors la question que personne ne pose dans les gros titres.
Ce rebond mesure-t-il la qualité du business ou mesure-t-il un taux d'utilisation à un instant donné? Pour Nvidia, la marge reflète un pricing power. Pour Intel, elle reflète un remplissage. Ce ne sont pas les mêmes informations et elles ne se projettent pas dans l'avenir de la même façon. Reste un dernier étage, celui de l'intensité capitalistique. Intel a indiqué que ses dépenses d'investissement resteraient à peu près stables en 2026, avec davantage d'équipements pour augmenter la production de galettes. Bonsoir ASML. Traduction, des milliards de dollars continuent de sortir chaque trimestre pour construire la capacité de demain avant que la demande de demain ne soit certaine. Nvidia n'a pas ce problème. Son capital, ce sont des ingénieurs et de la propriété intellectuelle. Alors, quand vous entendez que ces deux entreprises gagnent grâce à la même vague IA, vous savez maintenant que la phrase est vraie en surface et elle est fausse en profondeur. L'une encaisse la vague, l'autre emprunte contre elle. OK? Et c'est là que la question se retourne vers vous. Devant les derniers résultats d'une entreprise que vous suivez, sauriez-vous dire quelle part de ses coûts est fixe et quelle part est variable? Saurez-vous dire ici si la marge mesure un pricing power ou un taux de remplissage? Si vous hésitez, ce n'est pas un détail. C'est précisément la couche d'analyse qui sépare une lecture de gros titres ici d'une lecture d'investisseur. C'est exactement le travail que structure le Prompt Premium Top Invest. Je rappelle ici que la bibliothèque de Prompt finance notre projet. OK? Et également, vous recevez quelque chose une fois que le projet sera exécuté. Donc, le prompt en question s'appelle « Quels sont les fondamentaux économiques de cette entreprise ?» Et je parle ici des prompts premium parce qu'il y a également une bibliothèque de base. De toute façon, les informations sont en description de la vidéo. Donc, ce prompt-là vous force à décomposer la structure de coûts entre direct et indirect, entre fixe et variable, à mesurer l'intensité capitalistique, à identifier les indicateurs opérationnels qui pilotent vraiment la rentabilité. Appliqué à Intel, il vous aurait fait repérer en quelques étapes que toute la thèse tient en un seul mot, le rendement. Et là, on va passer à l'analyse quantitative. Et pour faire simple, Intel, INTC, Intel, voilà, ticker symbole. Je reprends toujours la base. Ici, on va un peu plus loin. On regarde le revenu. Le revenu s'est effondré, etc. Bref, vous commencez à comprendre pourquoi. Elle a pris du retard, etc. Bref, le monde a également un tout petit peu changé entre-temps. Et elle ne fait pas de GPU, donc elle ne gagne pas trop ici. Mais elle pourrait se rattraper avec des data centers. Et vous constatez quoi? Revenu s'effondre. Structure des coûts. Vous comprenez que les marges brutes se sont littéralement effondrées. Et vous voyez que la marge brute commence à s'effondrer alors que le revenu est encore au all-time high. Donc faites très attention, la pression était déjà là. Ensuite, marge EBITDA. OK? Parce que Intel, c'est deux compartiments. Vous voyez qu'on va à peu près dans le même sens. OK? Ensuite, on va regarder ici les free cash flow et les net income. Les deux parlent le même langage. En réalité, c'était alors, les free cash flow de cette compagnie vont avoir tendance à s'effondrer. Le programme d'investissement, il est juste massif. Comme vous pouvez le voir ici, capital expenditure, ici, sur les dernières années, on prévoit à peu près, on a dépensé à peu près une vingtaine de milliards, 27 milliards ici, sur cette période aussi, parce que Intel avait pris énormément de retard. Donc, devait gonfler son CAPEX ici, afin de pouvoir construire des nouvelles usines de fonderies des fonderies plus avancées, etc. OK? Donc, le CAPEX en lui-même, posez-vous la question, est-ce que c'est du CAPEX de maintenance ou de croissance? Et Intel, c'est deux entreprises en une. C'est pour ça que je disais que pour analyser du Intel, il faut faire une somme des parts. Vous prenez la partie CPU et tout le reste, vous appliquez un multiple, vous la comparez peut-être à AMD ou à Nvidia, etc., dépendamment des marges. Bref, d'un côté. Ensuite, vous prenez la partie fonderie ici, vous appliquez vos multiples, etc., par rapport peut-être à Global Foundry ou bien à TSMC. Faites attention, ils n'ont peut-être pas le même rendement. Donc, oui, vous savez ce que je veux dire par rapport à rendement maintenant. Rendement, qu'est-ce que ça veut dire rendement et volume dans des usines de semi-conducteurs et pourquoi est-ce que le rendement est très important? Je l'ai expliqué tantôt ici. Et donc, dites-vous que TSMC a peut-être un rendement plus élevé ici.
des volumes plus élevés, un rendement plus élevé. Donc, pour ça que les marges sont un peu plus élevées. GlobalFoundries a peut-être un rendement moins élevé et peut-être produit des nœuds moins avancés. Je dis peut-être, hein, je n'ai pas regardé du GlobalFoundries ici, mais voilà, vous allez la comparer par rapport à ces types à ces entités-là. Ensuite, il y a la partie investissement. Oui, Intel détient des investissements, par exemple, dans une compagnie qu'on appelle Mobileye, qui est cotée en bourse, qu'elle détenait d'abord en propre ici. Donc, elle a une participation encore dans cette compagnie, etc. Donc, vous devez également additionner ces éléments-là. Ensuite, vous enlevez la dette, etc. Si moi, j'utilise un raccourci rapide ici pour apprécier du Intel, parce qu'on s'attend à ce que pour financer cette dépense en capital, ce CAPEX-là, elle a dû augmenter le nombre d'actions, etc. Bref, c'est pour ça que, enfin, parce que si elle ne le faisait pas, l'endettement allait être un tout petit peu compliqué. Donc, la dette est plutôt assez bien gérée de manière générale. Si vous regardez les free cash flow de cette compagnie, vous allez vous dire que elle ne gagne pas beaucoup d'argent, mais dites-vous aussi que le CAPEX est élevé. Je pense qu'on dépense à peu près, si on revient à peu près à une moyenne de CAPEX, ici, on pourrait, voilà, c'est une compagnie qui pourrait littéralement avoir un net income positif. Si je normalise ici les net income, normalise net income ici, est-ce qu'on a quelque chose de positif? Normalement, en termes de free cash flow, on devrait plutôt être flat, ce qui est déjà assez encourageant. OK? Maintenant, avec la montée en puissance ici de la partie data center ou bien la partie fonderie, beaucoup de choses pourraient changer littéralement sur le long terme. Donc, ensuite, combien de fois les bénéfices on va payer pour ce genre d'entreprise? Faites attention. Intel, enfin, moi j'aurais normalisé les résultats par rapport à cette compagnie-ci. Donc, je prends la médiane à peu près des dernières années en termes de cash flow opérationnel. Sur les 20 dernières années, ça peut à peu près 10 fois les cash flow opérationnels. Mais alors, quand vous prenez 10 fois les cash flow opérationnels, est-ce que Intel d'hier sera le même Intel de demain? Peut-être que ça sera moins intéressant demain. Donc, en prenant 10 fois les cash flow opérationnels, je suis très, très gentil. Moi, j'ai déjà choisi mon combat. Intel, ce n'est pas un business qui peut m'intéresser. Elle pourrait même aller à 10 000, 1000 dollars. Que ça ne m'intéresse. Il n'y aura aucun regret, littéralement. Donc, je prends les cash flow opérationnels, je ne paye pas plus de 10 fois les cash flow opérationnels. Et n'oubliez pas que faire des prévisions sur ce genre d'entreprise, c'est se tromper. Les années se trompent à peu près 60% du temps. Donc, c'est à prendre en considération. À 10 fois les cash flows opérationnels ici, ça donne à peu près aux alentours d'une cinquantaine de dollars. Si j'enlève la dette nette, ok, la dette nette ici, de 2,41 $, bon, c'est insignifiant ici. Donc, pour moi, Intel, je ne paierai pas plus de 50 dollars l'action. Et je prends déjà en considération le cash flow de 2028. Pour moi, le cash flow le plus certain, enfin, celui qui a avec le niveau de probabilité le plus élevé, c'est plutôt celui de 2026. Donc, il sera aux alentours d'une trentaine de dollars, peut-être un prix qui pourrait être plus intéressant pour moi au cas où. OK? Enfin, pour dire la vérité, ça n'arrivera pas. J'ai déjà été actionnaire d'Intel avant et je n'ai pas apprécié. Même si le modèle, la thèse d'investissement a tendance à se passer comme prévu, notamment par rapport aux fonderies, etc. Je pense également qu'elle pourrait bénéficier du fait qu'elle soit sur le territoire américain. Et donc, l'Amérique veut être indépendante par rapport à Taïwan, donc Intel pourrait en bénéficier. Et rappelez-vous d'une chose, si vous analysez également du Intel, si vous faites une analyse quantitative, enfin une valorisation de cette compagnie, regardez également le coût de remplacement des usines. On construit les fonderies à des centaines de milliards. Je dis bien des centaines, enfin, dis-moi des centaines, des dizaines de milliards. Donc, combien est-ce que ça vaut dans le bilan? Donc, en tangible book value ici par action, c'est à peu près 17 dollars. Et il me semble que, si ma mémoire est bonne, monsieur le marché vous a vendu du Intel à un prix équivalent au tangible book value il y a quelques années. Vous avez des tangible book value de 1 pour 1, avec un tangible book value qui allait avoir tendance à augmenter, tout simplement parce que Intel allait investir pour développer des nouvelles usines de fabrication de puces. Et chaque usine coûte à peu près une dizaine de milliards pièces. OK? Et donc, si on additionne, si on regarde à peu près le coût de remplacement, parce que le coût des matériaux est différent, avoir des permis également et tout le reste, peut-être que ces usines valent un peu plus avec les équipements à l'intérieur. Bref, Intel, c'est vraiment pour mieux l'analyser, c'est faire une somme départ. C'est ça qu'il faudrait faire. De toute façon,
si vous faites la somme départ, vous ne serez pas très loin du 50 $. Enfin, moi, je pense qu'on ne va pas aller très loin du 50 $ de manière générale ici. Si on est trop conservateur, ça sera 30 $ de manière générale. Donc, pour moi, je me situe à 50, moins la dette, j'en arrive pas à la dette nette ici. So, voilà, c'est pour ça. Donc, à partir de ce prix-là, je pourrais m'intéresser, enfin, pas que je pourrais m'intéresser à Intel, j'ai déjà répondu à la question ici. Donc, est-ce qu'Intel mérite d'avoir une place dans notre watchlist? Malheureusement, c'est une entreprise que je continue à suivre, même si c'est à distance, parce que ça me permet de mieux comprendre le secteur ici des semi-conducteurs aux États-Unis. Et donc, Intel, c'est pour ça que je pourrais la garder dans ma watchlist, mais ce n'est pas une entreprise sur laquelle je vais mettre à jour les prix de la watchlist, etc. Non, ça ne m'intéresse juste pas. Je sais qu'elle existe, mais en termes d'investissement, je pense que il y a de fortes chances que je ne sois plus jamais actionnaire de cette compagnie. Et pourtant, je n'ai pas perdu d'argent. Attention. Mais c'est un business très compliqué. Très, très compliqué. Littéralement. Je peux faire encore le business des fonderies de manière générale. Et je pense que Intel gagnerait à séparer la fonderie. C'est mon avis. Ça pourrait faire venir ici ses potentiels ses clients, ses concurrents actuels qui pourraient demain être ses potentiels clients. Bref, je vais m'arrêter là. On va se donner rendez-vous sur les prochaines vidéos. Permettez-nous de gagner du temps par rapport à notre projet ici. On est déjà à 90%, on est déjà à 10%. Donc, il nous manque à peu près 90% ici, 90%. Comme je l'ai dit tantôt, c'est 600 personnes par là. Voilà, faites vous-même le ratio. Ça ne représente même pas... euh, on est à peine ici à voilà, 3% de la chaîne globalement ici. Enfin, qu'est-ce que je raconte si ma mémoire est bonne. Donc, ce qui est littéralement faisable. Ok, je pense que euh, plus vite on atteint cet objectif-là, plus vite ici, vous aurez à peu près les éléments que je vous ai promis dans la vidéo en question, au-delà des prompts bientôt, bien sûr. Et je pense que ça pourrait vous aider ici à mieux faire du stock picking, à mieux voir les choses, etc. Bref, j'ai tout expliqué dans la vidéo et que vous allez retrouver ici en description de la vidéo, de celle-ci d'ailleurs. So, on se donne rendez-vous sur les prochaines. D'ici là, portez-vous bien. Un like, un abonnement, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et comme d'habitude, ici, si vous avez des questions dans le groupe School, vous me les envoyez dans le groupe School. Et si vous avez des observations ou bien des thèses d'investissement différentes par rapport à Intel ici, vous pouvez les partager. De toute façon, comme je l'ai dit, moi, je peux me tromper. Je couvre d'ailleurs le risque de me tromper. Mon but ici aujourd'hui, c'était surtout de montrer que la structure de coût est totalement différente et que ces entreprises-là, certes, elles pourraient bénéficier de l'IA, mais il y en a une qui pourrait plus souffrir que les autres avant de commencer à gagner quoi que ce soit. Mais si ça se passe bien, ça pourrait également être très intéressant sur du long terme. Bref, on a fait l'évaluation ici, on s'est rendu compte que bon, enfin, moi je me suis rendu compte que bon, voilà à peu près le prix à partir duquel je me sentirai à l'aise. Maintenant, si vous voulez vous payer plus que ça libre à vous. De toutes les façons, vous avez vos propres hypothèses. Merci. Lisez vos rapports financiers. Au revoir.